Bien, mes chers collègues, nous allons reprendre le cours de nos travaux. Nous enchaînons cette fois-ci sur une thématique qui était un petit peu incontournable étant donné le thème de notre congrès, les réseaux. Il fallait faire accorder un moment à cette thématique des réseaux sociaux. Pour différentes raisons. D'abord par rapport au contenu du thème, et puis vous l'avez compris à travers la participation et la représentation de ce qu'on a appelé un petit clin d'œil à certaines manifestations culturelles, le off, et cette part que nous avons faite à ce que nous avons souvent appelé la bagarre autour de nos CIO de Haute-Normandie, et l'importance dans cette lutte, dans ce combat que nous avons conduit, le recours aux moyens de communication d'aujourd'hui. Je pense en particulier aux réseaux sociaux. Alors, toute proportion gardée, évidemment, dans d'autres circonstances bien plus grandes et bien plus importantes, ces réseaux sociaux, on connaît leur rôle dans certains événements historiques récents qui ont pu bouleverser certains pays. Nous avons donc recherché des intervenants qui étaient pertinents sur ce sujet, et nous sommes arrivés, on s'en est réjoui, on est arrivé sur la piste de deux jeunes universitaires qui nous ont paru avoir un point de vue intéressant sur le sujet. Maria-Giuseppina Bruna, qui commencera son intervention, est docteur en sociologie des organisations, intervient, vous avez la présentation rapide de ses titres dans la plaquette, dans le 16 pages qui vous a été remis à l'entrée du congrès, travaille dans différentes institutions, dont l'ISTEC, dont l'Université Paris-Dauphine et différents établissements d'enseignement supérieur sur cette dimension de la sociologie des organisations, en particulier sur l'entreprise. Et puis, nous avons aussi pris contact avec Karima Aoudia, qui est docteur en communication. Elle a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, en particulier sur des populations, des jeunes issus de l'immigration. Elle nous dira tout à l'heure ce qu'elle a pu retirer de ses travaux, de ses recherches. L'une et l'autre donc apportent un point de vue différent, et évidemment qui nous a paru pertinent, qui permettra évidemment de vous faire réagir. J'ajouterai que Maria-Giuseppina Bruna a beaucoup travaillé sur la dimension égalité des genres, et notamment sur la place des femmes dans les réseaux et le rôle des réseaux dans l'entreprise, en particulier dans les réseaux professionnels. Nous avons été... sa participation nous a été chaudement recommandée par la délégation aux droits des femmes, et c'est grâce à la recommandation de Hugues Desmoulins, qui est notre collègue conseiller d'orientation psychologue en charge de cette question-là au rectorat de Rouen, qui nous a attiré notre attention sur vos travaux, Madame Bruna. Voilà, je vais sans tarder lui passer la parole pour qu'elle nous présente ses travaux. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour cet accueil et cette introduction très aimable. Et donc le plaisir qui est le mien d'être avec vous, évidemment, est un plaisir professionnel, au sens de communauté professionnelle éducative dont nous sommes les uns et les autres des acteurs, des petites pierres engagées, des petits grains de sable engagés pour la réussite collective et l'émancipation de l'individu et la réussite d'un collectif susceptible de permettre à la fois la réussite du singulier et la communion de l'universel, ou en tout cas la communion du collectif, ce à quoi les uns et les autres nous croyons. Je le disais hier, c'était pour moi un plaisir de me retrouver au Havre, c'est une ville que je connais non pas bien, mais on va dire que je connais un peu, comme notamment
maison d'accueil de notre colloque de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme organisé par la LICRA, dont je suis une militante et un cadre national. Et donc tous les ans, Le Havre est pour nous un havre de paix, un havre contre le racisme dans un contexte où les haines et la déferlante des peurs et des intégrismes et des rejets et refus de l'autre gagnent du terrain et donc nous amènent encore plus à questionner la problématique du vivre ensemble et du bien vivre ensemble dans un intérêt partagé. Et évidemment, les réseaux sociaux, théâtre et instrument d'émancipation, mais aussi théâtre et instrument de rejet, de repli, espace ambivalent, espace ambigu, et espace au fond à la merci de l'instrumentalisation qui nous est donnée de leur accorder, et de la confiance d'ailleurs individuelle et collective que l'on accorde ou pas à ces réseaux sociaux, au sens de médias sociaux au service de la recréation d'un lien. Toute la problématique d'ailleurs du lien entre les médias sociaux et les réseaux sociaux, dont Karima d'ailleurs nous entretiendra tout à l'heure, est fondamentale puisque au-delà de faire l'objet de débats purement académiques entre les différentes disciplines, les sciences de gestion ou la sociologie d'une part, et évidemment les sciences de l'information et de la communication de l'autre. Nous n'avons pas les mêmes terminologies, nous n'avons souvent pas les mêmes mots pour désigner des réalités, souvent des diagnostics tout à fait partagés et congruents sur l'utilité potentielle et les risques aussi avérés de cette instrumentalisation des médias sociaux, non pas au service de l'humain, de l'individu qui s'épanouit, qui utilise les médias sociaux pour recréer du lien social et donc donner vie et corps à une relation sociale qui à la fois grandit et émancipe, donc a fortiori dans l'enceinte scolaire, mais au contraire des médias sociaux qui servent soit le tribalisme, le néotribalisme qui enferme, qui clôture les identités, ou au contraire une instrumentalisation qui ne socialise que ceux qui croient être socialisés. C'est l'effet inflationniste de ses propres médias. Avoir 1000 amis sur Facebook ne signifie pas avoir un vrai ami, nécessairement. C'est toute la question de l'illusion du chiffre. Nous sommes en sciences de gestion autour de Jean-Marie Peretti, autour de Jean-François Chanlat, autour d'Annie Cornet, quelques grands chercheurs en sociaux, en gestion des organisations qui m'ont formé. Eh bien, nous sommes quelques-uns à penser que l'un des totems dont nous avons j'allais dire l'urgence collective en tant qu'universitaire, en tant que psychologue de l'orientation, en tant qu'enseignant, en tant que praticien, on va dire, de la formation des citoyens, s'il y a un totem à démolir, c'est celui du chiffre. À la fois le totem de la norme cloisonnée, mais je parle à des psychologues, vous savez très bien que l'individu n'est pas une norme, que vous avez autant de personnes, de sujets face à vous que d'élèves qui se présentent en entretien avec vous, donc vous êtes au fond les plus indemnes de cette culture, de ce virus de la norme qui, au contraire, produit des effets tout à fait dévastateurs, ne fût-ce que dans la pratique du recrutement et de la gestion de carrière, où on va chercher la norme, autrement dit la moyenne, ou plus précisément ce qui a été donné comme légitime à un moment donné, sans prendre en considération l'évolution de la sociologie et de la démographie des populations vis-à-vis desquelles nous avons urgence d'être en situation d'égalité et d'équité, du moins, dans la relation professionnelle. Donc cette question de la norme comme premier totem à démolir, et le deuxième totem à démolir, j'utilise volontairement le mot de totem, évidemment, nous avons quelque chose cela renvoie à la psychanalyse, évidemment. Donc deuxième totem, celui du chiffre. Or, évaluer la force d'un lien social au chiffre, au nombre d'interactions potentielles, ou mieux, au nombre d'interlocuteurs susceptibles de construire avec vous une relation, évidemment, c'est privilégier non seulement la forme au contenu, mais le potentiel virtuel au réel. Avoir 10 amis avec lesquels j'utilise les médias sociaux pour rester en lien est beaucoup plus émancipateur et utile que, au contraire, multiplier des liens purement, exclusivement virtuels. Donc, revenir à cela nous amène, et ce sera le cœur de quelques mots que je vais partager avec vous, réfléchir à cette question des médias sociaux nous amène de fait à questionner la notion même de réseau social. Il n'y a pas de notion à la fois plus ambiguë, parfois connotée, parfois idéologiquement instrumentée que la notion de réseau, singulièrement en France. Or, un réseau social, c'est à la fois une affaire, une propriété de l'individu,
tout individu a un réseau social et une propriété collective. Donc si l'on prend une définition générale de la notion de réseau social, un réseau social est un système d'interaction, soit inter-individuel, soit intra-organisationnel, dans une organisation, une association, une entreprise, une école, soit inter-organisationnel entre une école et un CIO. Ce sont des relations inter-organisationnelles. Donc un réseau social relie des acteurs, individuels ou collectifs, de manière durable. Donc ce qui fait réseau, c'est la durabilité du lien, que ce lien soit direct ou intermédiaire. Je suis en lien réel avec mon cousin, même si je n'entretiens pas de lien direct, et ceux-ci sont intermédiés par ma tante. La réalité du lien s'évalue à la possibilité de construire des relations réciproques, une relation de partage. Je sais que Karima partage cette notion de partage comme étant le chair, comme étant le cœur même de la relation sociale par un réseau, la possibilité d'avoir une interaction réciproque, qu'elle soit directe ou intermédiaire. Troisièmement, dans un réseau social circulent des ressources de nature diverses. Autrement dit, pour qu'un réseau vive, nous ne pouvons pas rester cloisonnés ou prisonniers d'une relation unique, purement économique, purement amicale, purement coopérative, purement consultative. Un vrai réseau a la propriété de nouer et de permettre l'entretien de relations dites multiplexes. Autrement dit, des relations qui se superposent les unes aux autres. Entre A et B, il y a à la fois éventuellement des liens économiques, des liens affectifs, amicaux par exemple, des liens de coopération, on fait un travail ensemble, de coopération, voire même des liens de conseil. Autrement dit, au-delà de cela, se transfère l'information, c'est plutôt de l'ordre de la coopération, la densité du contenu, le contenu complexe, dense, est beaucoup plus de l'ordre du conseil, qui va avec conseil d'ailleurs, va avec relation beaucoup plus hiérarchique, beaucoup plus sélective et élective. On donne beaucoup d'informations, mais on ne demande conseil ou on ne donne conseil qu'aux plus proches d'entre nous. Donc le réseau qui fonctionne est celui qui est capable d'articuler des relations diverses en nature et en quantité. Et il s'inscrit surtout dans un système d'échange social par lequel je donne à A, je reçois de B, je contredonne à C, et le système, au fond, ne relie pas des individus atomisés, mais au contraire relie des collectivités composées, fécondées, animées par des individus. Cela change tout. Parce que cela change tout au sens où cela garantit la durabilité au-delà de l'existence individuelle. Ce qui fait collectif, c'est la capacité à transmettre, à s'inscrire dans un horizon temporel qui soit plus long que la vie ou que le segment de vie d'un individu. Donc, première dimension, ce système de relations individuelles, interindividuelles ou intra-organisationnelles permettent la relation d'acteurs au-delà de l'échange économique. Nous sommes là dans la théorie de l'échange social, où on considère que le social prime sur l'économique et qu'il faut considérer que, alors évidemment, la grande théorie de Polanyi, la grande transformation, c'est précisément le désencastrement de l'économie du système social. En réalité, tous les travaux de l'analyse des réseaux montrent que oui, les totems de l'impossibilité de faire de la terre, de l'argent et de l'homme une marchandise qui permettent, la levée de ces totems permet le monde capitaliste, c'est vrai. Néanmoins, même dans le monde capitaliste, sans relation sociale antécédente, la relation marchande ne fonctionne pas, ne dure pas. Les relations personnelles ont un rôle essentiel, y compris dans l'instrumentalité marchande, ce qui fait qu'on considère, avec Granovetter notamment, que le monde économique reste encastré dans le social, et singulièrement dans les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, donc, ne fonctionnent socialement que s'ils relient des acteurs durablement. Les médias sociaux sont des instruments particulièrement efficaces s'il y a antériorité du lien ou antériorité de l'appartenance à un collectif. Je peux ne pas être en relation avec B, mais si j'appartiens au même monde social que B, lorsque je vais lui écrire via Facebook, il a une probabilité beaucoup plus réelle de me répondre. Pourquoi ? Parce que nous sommes en co-appartenance sociale. Et donc cet élément-là est fondamental, puisque oui, quand j'explique à mes étudiants à l'ISTEC, à Dauphine ou à l'école des mines à Albi, un côté ingénieur, université ou école de commerce, donc des publics différents, néanmoins tous bien formés,
qui nous pose la question, Madame, faut-il que j'ai le nouveau totem, LinkedIn, Viadeo, Facebook? C'est sûr, j'aurai des stages. Je leur dis, oui, à condition que vous valorisiez votre appartenance au réseau des anciens élèves, au réseau de vos institutions, à vos réseaux associatifs, culturels, éventuellement extra-professionnels, voire même professionnels pour ceux qui ont des activités professionnelles antécédentes. Valorisez ce que vous êtes. Et ce que vous avez, nous savons bien que le monde capitaliste est caractérisé par une valorisation de l'avoir. Le réseau social est un avoir. Le capital social, si on veut parler à la Bourdieu, c'est un avoir. Sauf qu'il faut pouvoir valoriser cet avoir et surtout le mesurer. Être membre d'une association d'anciens élèves ou d'une association sportive ou culturelle, même si je ne connais pas tous ses membres, je peux me revendiquer de son appartenance. La probabilité que la pression sociale indirecte, la pression sociale latérale, amène un autre membre du club sportif à me répondre, même s'il ne me connaît pas, est plus élevée. Donc, si je suis dans le même réseau LinkedIn avec des personnes qui, de manière intermédiaire, plus ou moins lointaine, me connaissent ou connaissent quelque chose de moi, alors là, oui, les médias sociaux sont des vecteurs de réussite professionnelle exceptionnels. Mais si je dis, je suis ami de tel homme politique sur Facebook, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais tracté pour lui ou avec lui, je suis donc ami, je vais demander une information, je vais l'obtenir si je veux m'engager en politique, même si on a une offre de militantisme, ce qui intéresse évidemment beaucoup les hommes politiques, je n'aurai pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a un flux tellement important, une inflation de prise de contact, que la probabilité de traiter l'information bute. C'est ce que les grands spécialistes en psychologie aussi, et singulièrement en gestion, Herbert Simon a démontré, la rationalité de l'acteur est limitée et située. Nous n'avons ni l'omniscience, ni la capacité universelle de traitement de l'information. On bute sur l'efflorescence du réel. Donc, par définition, vaut mieux que je organise ma prise de relation par les médias sociaux à l'intérieur d'un monde, non pas de connaissances, mais en tout cas de personnes, de référentiels, de références, que comme ça à la va-vite. Autre élément pour dire également que les médias sociaux servent à entretenir un réseau au-delà de la distance. Donc aident, sont des facilitateurs de liens en milieu, on va dire, étendu, mais néanmoins balisés, et sont surtout des facteurs d'entretien de la relation sociale à moyen terme. Quelques éléments également pour dire que les réseaux permettent la circulation de, disais-je, de ressources variées en nature. C'est un élément extrêmement important, puisque les théories des réseaux s'inscrivent dans une concurrence théorique avec les théories du don, pour des raisons d'hommes essentiellement, mais aussi de rapport à l'instrumentalité de l'acteur. Les théories du don ont un optimisme anthropologique beaucoup plus marqué que les théories des réseaux qui ont intégré la dimension instrumentale et stratégique de l'acteur, bref, l'homo economicus. Donc d'un point de vue théorique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les pères fondateurs sont quand même les mêmes. En tout cas, l'influence exercée par quelques grands auteurs, Mauss notamment, Simmel, le père de l'analyse des réseaux, c'est lui. C'est un grand philosophe qui a connu pour la philosophie de l'argent, mais qui a fait bien plus que ça. Il a compris que le monde social est un jeu de triades, et que c'est dans les triades que se nouent et se défont les relations sociales. Et quand on observe une triade, un jeu à trois, on trouve le mieux et le pire de la relation humaine. Le mieux, c'est le tiers acteur pacificateur, qui crée la paix entre les deux compétiteurs ou les deux belligérants. C'est le bon juge, le juge arbitre, c'est évidemment la figure républicaine à laquelle on adhère, et que, évidemment, un CIO peut-être, un conseiller peut exercer ce rôle-là dans des conflits entre le monde éducatif, par exemple, et le monde parental. Donc il y a ce rôle d'arbitre qui incarne la justice. Mais dans les jeux de Troie, on a aussi le tertius gaudens qui profite de la situation. Après tout, entre les deux belligérants, le troisième profite. Ou pire, celui qui va diviser pour mieux régner. C'est ce qu'il appelle le divitet impera. Et donc, effectivement, c'est le cas de la personne qui, quand il rentre dans un jeu à trois, eh bien, il en profite pour dissoudre le réseau. Donc, dans un réseau à trois, c'est le premier des réseaux, unité réticulaire minimale, on retrouve la complexité du jeu social. D'où le fait que la durabilité du lien soit un enjeu fondamental, puisque le lien durable dans les réseaux ne fonctionne que si je donne et je reçois. Soit de manière purement instrumentale, parce que j'ai une hyper-rationalité. Il faut être généreux pour gagner, ça c'est la dimension la plus machiavélique de l'analyse, soit parce qu'on considère que l'être humain n'existe que par un partage de sens, et que dans le sens, évidemment, se déploie la relation humaine. Quelques autres éléments parallèles, c'est que, évidemment,
Si je prends la dimension la plus instrumentale, donc analyse des réseaux, on va dire que le réseau offre des opportunités et crée des obligations. Si dans mon réseau social, y compris virtuel, d'associations d'anciens élèves ou d'associations d'étudiants, il faut partager. J'ai un cas tout frais d'étudiants qui doivent trouver des sujets de mémoire et qui ont besoin d'interroger 8 entreprises par mémoire. Tous sont en stage ou en apprentissage. Eh bien, les entreprises des uns sont les terrains d'études des autres, vice-versa. Si Alpha pompe le réseau de ses camarades sans rendre, Alpha, à terme, est exclu du groupe social et a vocation à être exclu du groupe social, parce qu'il n'est pas coopératif. Donc il y a aussi des obligations, soit morales, soit sociales. C'est ce qu'on appelle la pression sociale latérale, qui est très très forte dans les réseaux, notamment professionnels, où, de fait, on sait qu'on va, plutôt que de dire soit tu le fais, soit tu es exclu, on va envoyer l'acteur médiateur qui va faire peser tout le poids du collectif. Il y a aussi des systèmes beaucoup plus hiérarchiques où on vote l'exclusion d'un membre. Mais plus globalement, dans les réseaux sociaux, cela fonctionne par l'acteur intermédiateur. Je termine en disant que, effectivement, les réseaux sociaux permettent à la fois de révéler le potentiel du social, permettent de mieux positionner les acteurs, révèlent un statut. Et si on saute cette dimension-là, que voit-on juste en termes d'opportunités, en termes de propositions? Tout d'abord, l'ambivalence du lien social, du réseau social, nous la retrouvons dans le fait que j'ai à la fois, tout au long de mon propos, jonglé entre 2 définitions du réseau sans le dire. J'ai tout à la fois parlé du réseau d'un acteur, mon réseau. Tout acteur social est un réseau dès lors qu'il possède plus d'une relation ou 2. Et en règle générale, même l'acteur le plus désocialisé a un univers social de 5 à 10 personnes. Donc, tout acteur a un réseau personnel. C'est le réseau de l'individu. Et ensuite, il y a la deuxième notion du réseau. Le réseau comme, on va dire, infrastructure sociale, comme pré-organisation, comme rassemblement humain, pas forcément formalisé, qui se construit par les liens des acteurs. Donc, quand on mobilise l'expression « avoir du réseau », on renvoie bien à la notion individuelle. Un acteur qui a non pas un réseau, mais un réseau plus ou moins étendu et diversifié, plus ou moins opérant en termes d'accès aux ressources stratégiques personnelles ou de carrière. Mais tout acteur a un réseau. Encore faut-il savoir comment et pouvoir le développer, l'étendre, le rendre productif et profitable. Deuxièmement, un réseau est aussi un ensemble de relations entre des acteurs divers. Donc le réseau, c'est aussi l'aboutissement, c'est à la fois la propriété individuelle et un aboutissement de l'interaction sociale. Cette ambivalence est très importante, parce que dans les réseaux sociaux à la Facebook, il y a l'un et l'autre. Il y a les groupes, c'est du réseau social collectif. Et il y a le réseau de l'individu, c'est cette exhibition de soi, ou du rêve de soi, ou du fantasme de soi, que permet le réseau social. Quand je veux être provocatrice, je dis, avec beaucoup de guillemets, qu'un réseau social, que Facebook permet l'exhibition ou l'exhibitionnisme du virtuel. Du virtuel pour deux raisons. Parce que l'espace est virtuel, très bien, mais surtout, on vend une image virtualisée et imaginée, voire même, j'allais dire, fantasmée de soi. Ou d'ailleurs, ce ne sont pas les dimensions les plus valorisantes de la personne, du sujet qui sont valorisés, mais souvent le conformisme faussement provocateur. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce qu'évidemment, quand on a le regard du sociologue, forcément on regarde le monde social et soi-même, la réflexivité est la première des qualités que l'on doit pratiquer. Quand on regarde ce qu'on valorise, c'est soit ce qui est attendu par la communauté de chercheurs, on va valoriser le prix de thèse, la bonne publi ou la belle activité. Dans un monde de militants, on va valoriser ce qu'on a fait ensemble pour se battre pour une cause à laquelle on adhère. Quand on veut se valoriser dans un monde éventuellement de tradition, on va retrouver l'énarque en grande carrière qui va valoriser la qualité de son gâteau qui est raté. On se dit, n'a-t-elle rien de mieux à vendre, puisque nous sommes dans une logique de marchandisation de soi, que le raté qu'elle ne fait pas, parce qu'elle a mieux à faire et parce qu'elle n'est pas douée, je suis pire qu'elle, donc j'en parle en connaissance de cause,
pourquoi valorises-tu quelque chose qui est complètement extérieur ou marginal dans l'identité? Si elle était une brillante ou une passionnée de cuisine, elle aurait largement la légitimité de le faire. Mais pourquoi construire une image de soi qui n'est pas vraie? Parce que pour être aimé d'un collectif divers à 1000 acteurs, eh bien on va être aimé des 1000 amis virtuels aussi en construisant une image faussée de soi. Donc le réseau social comme espace de construction virtualisé et, détourné de soi, c'est précisément la preuve que ce n'est pas un vrai réseau social humain d'acteurs qui se partagent et donc se plaisent parce qu'ils partagent quelque chose ensemble. Et juste pour terminer, si une relation sociale peut être techniquement dématérialisée, il y a à un moment donné une nécessité d'interconnaissance directe ou indirecte, en tout cas une affiliation qui permet création réelle du lien. Ceci pour dire que si j'hérite un réseau, pour qu'il devienne opérant, j'ai tout l'intérêt à le développer. Si je ne l'hérite pas en termes d'étendue, il faut savoir donner, et je terminerai par là, les moyens de développer un réseau. Et développer un réseau, nous avons vu en tout cas deux grandes orientations. D'abord donner, pour ensuite espérer le retour de ces contacts. Nous sommes bien là au-delà de l'échange, nous sommes dans la logique d'échange social, au fond de don. Il faut être premier dans le don pour pouvoir se faire, espérer un retour. Au fond, dans la relation, notamment virtuelle, il est important d'être premier acteur donateur et non pas premier donataire. C'est comme ça que ça fonctionne en termes d'analyse. C'est l'engagement de soi vers l'autre qui crée potentiellement retour de l'autre vers soi. Et il faut souvent une relation réelle avant celle virtuelle. Et deux orientations parallèles. La diversification des relations va souvent s'appuyer sur un phénomène d'agrandissement de cercles de socialisation par cercle concentrique. Donc je ne vais pas, tirer à vue, sauf cas exceptionnel. Je vais plutôt élargir de proche en proche. Donc on est bien dans la logique de liens de plus en plus faibles, mais de liens tout de même. Si je dis que je suis ami de tout le CAC 40 parce que j'ai liké et je suis devenu ami du CAC 40, sauf miracle, sauf antécédents personnels ou familiaux, il est très improbable que même si j'ai le meilleur papier du monde, je vais être invité pour présenter mes travaux devant les patrons du CAC 40. Si par contre j'adhère à l'Association nationale des DRH, j'en parle, et je parle en connaissance de cause, là oui, je vais rencontrer socialement des interlocuteurs. Et me réclamant de la NDRH, je pourrais éventuellement contacter un DRH qui ne me connaît pas, mais dont il pourra dire elle a au moins quelque chose de commun. Et hélas, être humain n'est pas suffisant comme commun, donc il faut des communs d'affiliation. Et surtout une femme. Oui, mais bon, je parlais d'être humain, hein, j'étais au-delà du genre. Dernier mot pour dire que la deuxième façon de réussir, au-delà donc de cette dimension d'entrepreneur relationnel qui va de proche en proche, il y a le contraire. Il y a la force des liens forts. Il y a ce qu'on pourrait appeler le système de nécessité d'avoir des espaces de relations très denses. Le mieux, c'est de se positionner. Il y a une enquête très récente sur le fonctionnement du monde de l'assurance qui a démontré ça, avec Nathalie Montargot notamment. Ce qu'elle a démontré, c'est très intéressant, c'est qu'au fond, pour qu'un réseau de courtiers d'assurance et de professionnels de l'assurance travaillent bien ensemble dans un territoire, vaut mieux qu'ils soient déjà hyper localement en lien entre eux, et ensuite il y a des acteurs passeurs qui relient des mondes déjà bien socialisés. Donc, des liens forts et le passeur, lien faible. C'est beaucoup plus efficace parce que si on a un pépin, vaut mieux être en bon terme avec son voisin, il est beaucoup plus apte et à même de vous aider que l'ami qui est à 1000 km. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas avoir des amis ou des connaissances à 1000 km. Il faut l'un et l'autre. Dernière possibilité, c'est le mentoring, c'est le mentorat, le tutorat. Le tutorat est différent comme logique. On n'est pas dans la quantité, on est dans la qualité, on est dans l'exclusivité du lien, avec ensuite l'enjeu d'emprunt de capital social. Ce que a valu à Burt, qui est un grand spécialiste d'analyse des réseaux, sa notoriété, notamment côté genre, c'est qu'il a montré que, au fond, les relations de mentoring permettent. Il a analysé en fait l'évolution de carrière de cadres hommes et femmes dans des grandes entreprises américaines, la vitesse, non pas l'accession au poste de cadre supérieur, mais la vitesse, le temps. Mais le temps, c'est de l'argent. Donc, au fond, il traduisait en termes économiques cette dimension temporelle. Il se posait la question, qu'est-ce qui fait que l'entrepreneur relationnel
à la modèle masculin, qui va, j'allais dire, taper de proche en proche et jouer progressivement d'un élargissement relationnel, qui va éventuellement aussi tirer à vue parfois de manière très orientée, qui va au fond jouer une stratégie agressive de développement de réseau de proche en proche. Ce que je disais tout à l'heure fonctionne très bien pour les hommes, mais beaucoup moins bien pour les femmes. Vous dites, mais c'est pas possible. C'est la même stratégie, c'est celle de l'homo economicus, c'est celle à laquelle nous sommes amenés par la force des liens faibles à aller, mais ça marche pas, la force des liens faibles, pour les femmes, ça marche pas. Et Kay a démontré aussi que ça marche très mal aussi pour les minorités, et relativement mal pour les jeunes. Donc je dis, c'est pas possible. Ce modèle est universel en théorie, il est efficace en réalité dans des grands segments, mais pourquoi il rate ou il bute pour d'autres segments? Et en face, il étudie ce qui fonctionne pour une femme cadre, et il démontre, surprise, que celles qui fonctionnent, celles qui accèdent vite, sont des femmes qui ont été tutorées, et qui précisément fonctionnent sur une logique inverse. Le lien est intermédiaire, il est fort, il est potentiellement affectif, il est potentiellement, en tout cas, exclusif, et le mentor ou la mentor accorde une chose qui est précieuse, l'emprunt de son capital social. Au fond, elle prête ou il prête son réseau. Qu'est-ce qu'on voit quand on fait les analyses de réseau? Eh bien, on n'a pas plein d'acteurs avec, au fond, jeu au centre et plein de liens partout, un peu ensemble, avec des cercles concentriques. Mais la femme, elle ne marche pas comme ça. Elle, en l'occurrence, c'est une étude, je ne généralise pas. Elle a plein de triades où il y a le mentor, moi, et l'acteur extérieur. Et donc, c'est parce que je suis du monde du mentor qu'il va, pression sociale latérale, me répondre. Donc, dans le développement des réseaux sociaux virtuels, cette notion d'emprunt de capital social doit être importante. Je dois pouvoir avoir dans mon réseau des personnes qui vont me prêter réellement réseau ou me prêter réputation, ce qui revient au même. Puisque ce qui circule dans un réseau, c'est aussi de la réputation, de la co-appartenance. D'où le fait que ce que l'on conseille aux femmes cadres, quand elles doivent développer leur stratégie d'accès, de lutte contre les discriminations, d'accès à l'égalité, c'est d'avoir les deux. Du mentoring, du mentorat, ça ouvre des portes. Mais le défaut du mentorat, c'est que ça assimile aussi. On devient très semblable au mentor. Et quand on sort de la similarité à l'égard du mentor, on tue le père. Et il y a des phénomènes oedipiens qui reviennent au galop. Très violents, souvent. Surtout quand les relations ont été profondément inscrites dans le temps. Et en même temps, c'est une vérité sociale. L'émancipation du mentor est nécessaire pour passer du système du tutoré au système de l'entrepreneur relationnel. Et là encore, l'effet genre et l'effet origine jouent. On s'émancipe d'un mentor plus vite quand on est norme, et quand on est atypique, j'ai horreur de ce mot, les femmes étant atypiques, les minorités, millions de personnes étant atypiques, donc les atypiques tardent à s'émanciper parce que précisément le moment où on se jette tout seul à l'eau est retardé par la conscience d'un monde qui risque un peu par phénomène d'entropie de vous rejeter assez vite. Tout ceci pour vous dire que la notion de réseau est un univers à investir avec cette dualité individu-collectif et avec cette dualité lien fort et lien faible. Ce n'est probablement ni l'un ni l'autre, c'est les deux, dans les deux cas. Je vous en remercie. Voilà, merci beaucoup pour ce brillant exposé qui est bien sûr, évidemment, qui va appeler des questions et des réactions. Voilà, je vais passer la parole à Karima Aoudia. J'ai oublié de dire en la présentant que Karima est donc enseignante-chercheur, a passé une longue partie de sa formation et de son activité professionnelle à Québec, et que ce qu'elle va nous dire provient en grande partie de ce séjour prolongé qu'elle a fait à Québec et où se posent des problèmes, comme on sait, interculturels d'une façon tout à fait importante. Voilà, alors, n'est-ce pas Dominique, on parlait du côté international de nos journées d'études, mais voilà, une des contributions à cette réalité et à cette vie de l'association. Et quand j'entendais Maria Giuseppina parler de ses travaux autour des implications au niveau de l'égalité des genres, évidemment, je me souvenais des propos très forts que Sylvie Amici a prononcés lors de l'Assemblée générale sur la nécessité de notre organisation
d'inscrire cette question-là au cœur de notre activité. Karima, c'est à vous. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci à vous d'être présent aujourd'hui, pour m'écouter, de nous avoir écoutés. Voilà. Donc, comme vient de le stipuler Jean-Pierre, dans mon parcours, oui, j'ai passé beaucoup de temps au Québec, donc à Montréal. J'ai pas pris l'accent après plusieurs années. Je ne parlerai pas comme Céline Dion, mais voilà, je vais donc revenir un peu sur des recherches que j'ai menées, non pas au Québec, mais en France, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'intégration des populations immigrées au Québec, mais aussi en France, et notamment la relation de ces populations avec les médias. C'est ça qui m'intéresse, donc quel rôle jouent ces fameux médias auprès de ces populations, et notamment auprès des jeunes. Donc ça m'a vraiment intéressé. Et on se rend très très vite compte que quand on parle de jeunes, qu'ils soient issus de l'immigration ou pas, les résultats demeurent les mêmes. Je veux dire, l'engouement pour Facebook, pour Twitter, ou finalement pour les applications ou autres, ça reste les mêmes, il n'y a pas de différence. Voilà. Donc ça, je tenais quand même à le préciser aujourd'hui. Voilà. Alors le titre de ma présentation aujourd'hui, Si loin, si proche, relations virtuelles et rencontres authentiques sur Internet. Donc je vais essayer de voir un peu justement quelles relations sont faites de la part de ces jeunes sur les réseaux sociaux. Je sais que quand on est parent, quand on est éducateur, enseignant, on se pose souvent la question de savoir avec qui ces jeunes, ces enfants dialoguent. Ils sont dans leur chambre, on se pose cette question-là. Et en fait, on n'est pas les seuls à se la poser, cette question, parce que Mark Zuckerberg, que vous connaissez tous, fondateur de Facebook, il se la pose aussi. Peut-être pas de la même manière que nous, mais il l'explique en ces termes-là. Je cite, « En tant qu'adultes, nous pensons que notre maison est un espace privé. Pour les jeunes, ce n'est pas le cas. Ils ne peuvent pas contrôler qui entre ou sort de leur chambre. » C'est M. Zuckerberg qui le dit. C'est bien qu'il y pense, même si, bon, il nous a quand même bien envahis avec Facebook. Donc voilà, il a quand même... il a peut-être quelques remords, je ne sais pas. Bref, du coup, je voulais partir quand même de cette citation pour rappeler que nous aussi, on se la pose cette question-là. L'idée, c'est de savoir qui entre, qui sort de ces chambres-là. Parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile. On peut communiquer, dialoguer avec le monde entier, finalement. Donc, voilà. Je vais essayer de revenir rapidement sur une mise en contexte. Je vais essayer d'être rapide. Pourquoi ? Parce que ma collègue Maria a quand même précisé plusieurs choses que je voulais moi-même rappeler ici. Donc, je vais quand même passer rapidement. Rappelez juste dans cette mise en contexte ce que sont les médias sociaux. Rappelez que cette émergence des médias sociaux représente depuis ces dernières années un développement remarquable. Je ne vous apprends rien du tout à ce niveau-là. Et que les dispositifs de communication qui s'inscrivent dans cette constellation du web social ont quelque part dénaturé un peu les relations que l'on peut entretenir avec les uns les autres. Rappelez aussi que l'augmentation des inscriptions sur les réseaux sociaux tels que Facebook, l'explosion de Twitter, la propagation des applications fait partie intégrante de nos vies, qu'on le veuille ou non. Quelque part, on est toujours amené à tweeter ou à chatter peut-être. Enfin, j'imagine que beaucoup d'entre vous ici ne vont pas me contredire, non ? Ouais. Voilà. Alors on en parlera peut-être un peu plus tard, mais voilà. Rappelez que ces médias sociaux, ils ont un but. Ils ont été créés surtout pour, en tout cas, permettre de maintenir une présence, de communiquer, d'interagir, donc d'entrer en interaction avec l'autre. Pareil, je ne vais pas non plus trop préciser tout ça, parce que Maria en a beaucoup parlé, mais l'idée, c'est encore une fois de revenir sur cette communication interpersonnelle, une communication de groupe. Tout à l'heure, Maria a stipulé aussi la communication organisationnelle, dans le cadre de vos travaux, de vos emplois respectifs. Il y a aussi ce système d'organisation, donc l'idée, encore une fois, d'entretenir des relations avec des personnes dans des organisations. Alors, le principe du réseau, ils vont fonctionner autour de deux éléments. L'idée, c'est, bien évidemment, on a des contacts. Et au-delà d'avoir des contacts, il faut aussi entretenir des liaisons avec ces contacts. Là aussi, on en a parlé tout à l'heure, on peut avoir de nombreux amis, mais si on n'entre pas en contact avec eux, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et c'est souvent ce qui se passe, d'ailleurs. On peut avoir jusqu'à 1000, 2000 amis, mais est-ce que finalement, la force du réseau, elle fonctionne aussi dans la manière que l'on a d'entrer en contact avec l'autre ?
Alors, plus on a de contacts et plus notre réseau est important, bien évidemment, et plus on se sent utile. Alors, l'utilité ici, elle n'est pas vue comme l'idée d'être utile et de servir à quelque chose, mais plutôt de la capacité à transmettre des informations. Parce que justement, quand on est sur ces réseaux sociaux, on a cette capacité à développer et à partager une information quelle qu'elle soit. Après, comme le rappelait tout à l'heure Maria, tout dépend de ce que l'on veut partager, hein. Ça peut être une recette de cuisine, comme finalement une information clé sur... La recette des sardines. La recette des sardines, voilà. Donc, ou une information clé sur ce qui peut se passer dans une région précise de ce monde-là. Donc voilà, c'est un peu cette capacité qu'on a à le faire. Ensuite, justement, on en parlait aussi un petit peu, hein, je vais quand même revenir sur cette étude de Cameron Marlowe, qui est lui sociologue du réseau. Vous en avez peut-être entendu parler de ses travaux, il a beaucoup travaillé justement avec Facebook, et il explique finalement qu'une personne qui va afficher 150 amis ne va maintenir le contact avec une vingtaine de personnes sur 150, c'est tout le temps comme ça. Et finalement, pourquoi ? Parce qu'on va cliquer au moins une fois sur la page d'un de ses amis. Donc 20 sur 150, c'est pas énorme, vous me direz. Et donc, sur ces 20 personnes, on a eu un échange sans retour, un one-way, comme on dit, par le biais d'un commentaire, d'un petit message, avec au moins une dizaine de personnes. Petite dizaine de personnes sur 150. C'est pas énorme non plus. Donc, quand on y réfléchit vraiment, d'après cette étude, on a échangé réellement avec 5 à 6 personnes uniquement, sur 150. Encore une fois, c'est un pourcentage qui est très très faible. On pourra en discuter peut-être après, mais c'est vrai que moi-même, ça m'a interpellée, parce que je me suis dit, oui, je suis sur Facebook, mais c'est vrai que je ne parle pas non plus avec les 100 personnes que j'ai autour de moi. Alors, bien évidemment, c'est ce que dit cette étude, les chiffres vont augmenter avec la taille du réseau. Plus on affiche d'amis, 500 personnes, eh bien, finalement, on va parler avec une dizaine de personnes au moins. Donc, toujours un chiffre assez limité. On parlait tout à l'heure, Maria l'expliquait, l'idée c'est que, voilà, pour expliquer un peu ses relations aux autres et aux amis, aujourd'hui, on est obligé de faire appel à des chiffres. C'est malheureux, mais ça passe par là. Combien d'amis tu as ? J'en ai tant, je dialogue avec tant de personnes. Bon, c'est un peu la définition qui se propose ici, et c'est ce qu'on va essayer de voir en fait en termes d'amitié 2.0. Amitié 2.0, donc cette amitié virtuelle, j'emploie ce terme d'amitié 2.0. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Grandjean donc, qui a utilisé cette terminologie et que je cite ici. Voilà. Alors, rappelez aussi que les réseaux sociaux permettent de d'éloigner le monde. C'est des termes que j'emploie, mais qui ne sont pas de moi. C'est Heidegger qui le dit de cette façon, le déloignement du monde. Donc on a l'impression d'être beaucoup plus près. Et dans cette culture numérique qui existe, on a l'impression que le local n'est plus finalement déterminant. Il n'y a plus d'obstacles à la distance. On est tous très proches. On peut être à des milliers de kilomètres, skyper comme on veut, dialoguer avec des gens. Enfin, je parle de ma petite expérience. J'ai vécu pendant des années au Québec, finalement pendant 15 ans à Montréal. J'avais l'impression d'être un petit peu en France, même souvent en France, à travers justement la possibilité de parler très fréquemment avec la famille ou d'écouter le journal de France 2 sur TV5. C'est tout bête, mais ça nous rapproche. Et ça, c'est important de le dire. Voilà, donc on peut prendre finalement contact avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Et de là, on peut se poser cette question finalement du sens du proche et du lointain dans ces relations numériques. Qu'est-ce que c'est qu'être loin ? Qu'est-ce que c'est qu'être proche ? Donc c'est autant de questions qu'on s'est posées pour faire cette étude dont je vous parlais tout à l'heure et vers laquelle je viens. Je vous rassure, je vais quand même parler de mes résultats de recherche. J'essayais juste de mettre en contexte. Donc rappelez aussi que finalement... pareil, on l'a dit tout à l'heure, on l'a souligné, les individus, quand ils entrent en contact, ils ne connaissent pas, on n'exige pas d'eux finalement qu'ils connaissent les qualités de tous ceux avec lesquels ils se trouvent liés. C'est la force du réseau finalement, les réseaux sociaux. On discute avec des gens où finalement on ne sait pas trop ce qu'ils valent ou ne valent pas. On est là, on ne connaît pas trop leurs qualités, mais on discute, on dialogue. Et finalement, amitié numérique ou liaison dangereuse, certains amis vont être des proches, d'autres de vagues connaissances, des personnes inconnues, juste croisées, ou des amis à peine identifiés. Si je viens vers tout ça, c'est aussi pour expliquer un petit peu plus tard qu'est-ce que c'est que cette notion d'amitié pour ces jeunes qui nous importe ici, finalement. Quand on leur demande qu'est-ce que c'est qu'être ami sur Facebook, qu'est-ce que c'est qu'être ami sur Internet, ils ont une définition bien à eux. Donc c'est vraiment essayer de contextualiser tout ça. Et revenir aussi, pareil, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais l'idée justement des liens sociaux qui peuvent être forts
ou bien faible. Et fort, bien évidemment, c'est quand le réseau est dense, que les relations sociales sont fréquentes, elles sont durables aussi. Quand il s'agit de liens faibles, le réseau est plus lâche, on parle de simple connaissance. Voilà. Donc la fréquence des relations, plus on est en contact avec quelqu'un, bien évidemment, comme le dit Granovetter, plus finalement le lien entre la personne sera fort. Alors ça a l'air complètement finalement évident. Quand on parle comme ça, on se dit bah oui, les liens, plus ils sont forts et plus je suis proche de la personne. Mais ça, tout ça, c'est important de le souligner dans cet esprit justement de la culture numérique. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais quand même revenir sur ces fameux jeunes dont je vais vous parler aujourd'hui, les jeunes et les réseaux sociaux. D'après une étude qui a été menée en 2010, il y a quelques années, il y a quand même 55% des jeunes de 13 ans qui déclarent aller sur les réseaux sociaux assez fréquemment, 77% des jeunes de plus de 19 ans donc, qui y vont aussi. C'est un chiffre assez considérable. Vous-même qui travaillez justement dans le système éducatif, vous devez le voir assez fréquemment. Mais voilà, en fait, avec l'âge, on s'aperçoit qu'il y a un engouement un peu plus important. Donc, l'idée, c'est que finalement, on travaille, nous, chercheurs en communication, sur ces questions-là. Et l'idée, c'est aussi d'éduquer aux médias. Donc, vous en avez sans doute entendu parler de plusieurs études qui ont été menées sur ces questions-là, d'éduquer, donc l'éducation aux médias. Et de la même manière qu'on apprend à un enfant à traverser dans les clous, à refuser les bonbons des inconnus, eh bien, il y a un apprentissage qui doit se faire, un dialogue entre les parents, les enfants, les enseignants, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est consommé et qu'est-ce qui est finalement la relation, encore une fois, de ces jeunes avec les réseaux sociaux. Et bien évidemment aussi, on considère que l'idée, c'est aussi pour les parents de maîtriser les outils numériques, parce que ça peut aider aussi, je pense, à essayer de voir de quelle façon nos enfants, les jeunes, vont justement consommer ces outils-là ou pas. Voilà. Donc, les échanges se multiplient, inquiétude des parents, comme je viens de le dire, et on se pose la question de savoir avec qui ils vont échanger. Alors, échanger, on s'aperçoit que sur Internet, on va trouver beaucoup de relations. Et essentiellement, au niveau des adolescents, on va essayer de comprendre que c'est surtout des amis qui vont fonctionner autour d'eux. Souvent, encore une fois, on se pose souvent... Je ne sais pas si vous-même, vous interpellez, ou en tout cas, on vous interpelle sur ces questions, les parents, mais avec qui parlent mes enfants? Et ben, c'est justement l'idée, c'est que l'élément principal pour ces jeunes, c'est l'amitié qui revient vraiment au summum de leur considération, et de se dire que ce qu'ils veulent quand ils vont sur Internet, c'est retrouver un petit peu, finalement, prolonger un peu ce qui a pu se passer en récré, ou prolonger finalement la journée et continuer à discuter avec des gens qu'on a laissés finalement à la sortie de l'école. Voilà. Donc l'amitié, comme je viens de le dire, c'est très important pour ces jeunes-là. Et notre étude, justement, j'y viens, l'idée c'est de savoir, nous, ce qu'on a voulu faire avec mes collègues dans le cadre de ce projet Média Migratera l'année passée, c'était d'essayer de comprendre les usages des médias sociaux auprès donc des parents, d'une part, mais aussi donc des enfants. On est allé comme ça interviewer une trentaine de jeunes qui vivent en Île-de-France et aussi un peu en province, et ils ont donc entre 15 et 22 ans. C'est âgé de cette donc adolescents et un peu plus âgés. Et donc on a essayé de voir de quelle façon leur consommation des médias différait ou pas de celle des aînés, donc de leurs parents. Et on leur a posé la question de savoir ce qu'ils faisaient avec Internet. La plupart d'entre eux nous ont répondu que, ils communiquent par écrit, donc beaucoup de chats, de messageries instantanées. Beaucoup aussi vont sur les blogs, donc beaucoup de partage à travers les blogs. On partage des fichiers, donc des vidéos, des photos, beaucoup d'informations, et on joue en réseau. Ça, c'est ce qui revient le plus souvent auprès de ces jeunes. Donc, résumons que finalement, ces jeunes vont chatter avec des amis, partager des photos, beaucoup, des musiques et des statuts. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Ensuite, on s'est aperçu comme deuxième élément de notre étude auprès de ces jeunes que finalement les usages des réseaux sociaux vont dessiner une géographie qui est dominée par le niveau local. Souvent on se pose la question, oui, avec Internet on peut dialoguer avec des gens qui sont en Inde ou qui vivent au Canada ou ailleurs. Eh bien réellement, la plupart du temps, la géographie elle est locale. Les gens, les jeunes en tout cas, quand ils veulent dialoguer, ils dialoguent avec des gens qu'ils connaissent physiquement et qui font partie de leur univers. Ils vont pas aller parler à des inconnus, c'est souvent ce qui est ressorti. Et justement, finalement, on s'aperçoit que la plupart du temps, ça va être des personnes qui vont être côtoyées périodiquement, quotidiennement, au collège, au lycée, à l'université. C'est avec ces personnes que les enfants, encore une fois, qui sortent de l'école, vont dialoguer à la fin de la journée. Alors,
justement, pour entrer dans le vif du sujet, on a posé la question à certains jeunes, et on a posé la question à Zacharia. Donc je vais essayer de voir un peu, vous donner quelques éléments. Zacharia, lui, il a 15 ans, il habite en Île-de-France, à Stein. Et on lui pose la question, alors Zacharia, d'où viennent tes 250 amis? 250 amis, c'est pas rien. Il dit de partout. Et là, il commence à se raviser très très vite et explique, non, en fait, ils viennent de Stein. J'habite Stein, ils viennent de Stein. D'accord. Donc la grande majorité provient de son école. C'est-à-dire qu'au début, justement, encore une fois, cette idée du déloignement du monde, qu'est-ce que c'est que le lointain? Concrètement, pour lui, au début, c'est de partout. Puis là, il réfléchit, non, en fait, ces personnes-là, elles viennent de ma ville. J'habite Stein et elles viennent de là. Donc ça, c'était pour Zacharia. On a posé la même question à Reda. Reda, il a 16 ans. Lui, il a 400 amis sur Facebook. Et la plupart, donc, pour lui, viennent de Garges, de Stein et d'Aubervilliers, mais d'abord de Garges où il vit. Donc même s'il a des amis aux alentours, ça reste quand même des amis qui viennent, encore une fois, de la ville où il réside. Voilà. Donc pareil, on s'aperçoit que ce sont surtout des amis du collège qui vont être nettement représentés. Ensuite, je continue avec quelques éléments parce que ça permet aussi de voir un petit peu dans le contexte. Nora, pour elle, qui a 19 ans, elle explique en fait que la plupart des amis Facebook sont des amis des alentours. Toujours cette idée que finalement ces enfants-là connaissent les personnes avec lesquelles ils vont dialoguer. Donc rappelons finalement que ces jeunes interviewés ont une proximité, une vision assez stricte. Et donc là, je vais quand même citer en dernier exemple Hichem qui lui voit en fait dans Facebook un instrument pour chatter avec des gens qu'il voit le plus. Et il dit que finalement, il reste en contact avec des personnes qui vivent comme lui à Chevilly-la-Rue. Chevilly-la-Rue, c'est une ville de banlieue sud de Paris. Et aussi avec des personnes qui habitent loin. Alors là, il explique qu'il a des amis qui habitent loin. Moi, je pose la question, je m'attends à ce qu'il réponde, je ne sais pas, moi, des gens à Tombouctou, pourquoi pas? Et là, il me répond, Hichem, en fait, mes amis, j'ai une personne dans mes 250 contacts qui habite dans le 77 et une autre qui habite dans le 92. Voilà, donc il a 22 ans et c'est quand même important de rappeler que voilà, le lointain de Hichem, et ça c'est revenu assez souvent, eh bien son lointain à lui c'est pas le 94, c'est le 92 juste à côté et le 77. Donc voilà, c'est important de le noter de cette manière. Donc justement, à ce propos, je vais citer Anne Dalsuet qui a écrit un bouquin, T'es sur Facebook, qui est un très bon bouquin, et elle dit, j'ai trouvé la citation intéressante, je cite, « Les amis doivent avoir consommé ensemble plusieurs boissons de sel, partager des expériences communes, traverser des difficultés. » Je pense qu'elle résume un peu justement tout ce qui a pu être vu et énoncé par ces jeunes que j'ai pu moi-même rencontrer il y a quelques temps. Voilà. Donc, je ne vais pas continuer à citer tous les exemples que vous avez là, parce que j'ai interviewé de plusieurs personnes. Donc, souvent, ce qui revient encore une fois, c'est cette idée qu'on entre en contact avec des gens du lycée, des gens de gens qu'on connaît. Mais peut-être rappeler que pour Soumia, c'est une jeune fille de 16 ans qui vit pareil en banlieue. Et elle explique que finalement, elle est vraiment dans des interactions qui sont situées localement, mais qu'elle développe quand même quelques échanges avec certaines cousines du Maroc. Voilà. Comme elle le dit, on ne voit pas trop la distance sur Facebook. Pourtant, même si elle échange avec la famille au bled, comme elle dit, donc on voit un peu le lointain, elle explique qu'elle n'a pas grand-chose à raconter, qu'elle ne peut pas développer les mêmes relations qu'avec ses cousines qui habitent dans la même ville ou avec ses copines. Donc c'est déjà trop loin, c'est déjà une culture qui est différente. C'est déjà quelqu'un avec qui on ne partage pas vraiment d'intérêt, puisque ce sont des cousines du Maroc, les cousines du bled. Ça, je tenais quand même à le souligner ici, parce que bon, dans ce cadre-là. Voilà. Mais rappelez aussi que Soumia, elle explique quel usage elle fait justement de Facebook et d'Internet. Alors elle dit, moi j'apprécie beaucoup ce qu'elle dit justement, elle dit que quand elle rentre chez elle, elle s'isole dans sa chambre, elle dit qu'elle va être justement dans son monde, ce sont ses propos, elle va allumer son ordinateur, se connecter à Facebook, qu'elle va consulter plus ou moins distraitement au fur et à mesure des alertes. Donc voilà, elle est quand même en alerte elle-même, tout en faisant ses devoirs. Donc voilà, elle travaille en même temps. Je vais laisser ma page Facebook ouverte, mais je vais faire des trucs à côté. Les trucs à côté, ce sont ses devoirs. Donc elle travaille et en même temps. Voilà. Ça, c'est revenu aussi souvent. C'est important de le dire. Le président, c'est ce qu'il fait là-haut. D'accord. Il écoute et il travaille. Donc voilà, c'est important de dire que ces enfants-là le disent eux-mêmes. Pour eux, il n'y a rien de grave à ça.
c'est aussi pourquoi ? Parce qu'elle l'explique, Soumia, elle dit moi de toute façon, même quand je suis sur Internet, sur Facebook et que je continue à faire mes devoirs, c'est pas grave parce que des fois on fait nos devoirs avec les copines en même temps. Donc elle travaille et puis elle se pose des questions, quelle est ta réponse à la page 9 par exemple, et puis elles font ça sur Facebook. Plutôt intéressant, plutôt moderne aussi, hein, parce que nous on n'avait pas ça. Mais voilà, donc il y a quand même ce partage de la connaissance, il faut quand même l'avouer, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc finalement, pour conclure un peu tout ça, hein, tout ce qu'on vient de dire là, c'est vraiment rappeler que dans les relations et à travers les réseaux sociaux, les relations de ces jeunes, on constate une part non négligeable finalement qui s'opère à une échelle plutôt locale que nationale. Et alors transnationale, pas du tout. Hein. J'ai parlé du Maroc, mais c'est vraiment des échanges très 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 courts et très rares aussi. Certains répondants aussi donc de ces jeunes ont mis de l'avant la coexistence sur Facebook de leurs amis à la géographie localisée et les membres de la famille éloignée. Donc comme je disais, des cousins, des cousines de leur génération à l'étranger, mais avec laquelle on va entretenir finalement un minimum de relations. On va être gentil, on va dire. Et c'est aussi souvent dans des événements clés. C'est-à-dire ça va être la nouvelle année, on va souhaiter la bonne année ou une fête religieuse ou autre. Ça va vraiment être dans ce contexte-là. Rappelez aussi que finalement les enfants vont mobiliser les instruments, en particulier le téléphone portable et Facebook, pour garder un contact avec leurs amis qui vivent majoritairement en France et surtout dans la même ville qu'eux et surtout qui vont dans le même collège ou le même lycée qu'eux. Ça, c'est vraiment ce qui est ressorti et c'est très important de le dire pour répondre justement aux inquiétudes de certains qui se demandent avec qui on contacte, enfin avec qui on entre en contact. C'est souvent ce qui est ressorti de cette étude. Voilà. Rappelez finalement que je vais essayer de passer. Oui, je vais citer aussi un professeur de communication, Christian-Marie Ponce, qui dit, je cite, « Les jeunes sont devenus plus prudents, ils vont moins vers l'étranger, mais passent plus de temps à confirmer leur réseau de copains. » C'est donc tout ça pour dire que dans mon étude, c'est ressorti à travers les jeunes que j'ai pu rencontrer. Mais là, monsieur Christian-Marie Ponce est professeur au Québec. Et c'est exactement ce qui ressort aussi dans le même contexte. Voilà. Donc, finalement, je vais finir avec une citation de Dominique Caron, qui dit, je cite, « Les participants rendent visible leur intimité, leur quotidien et leur vie sociale, mais ils s'adressent principalement à un réseau social de proches et sont difficilement accessibles pour les autres. Si les personnes se dévoilent beaucoup, elles ont l'impression de ne le faire que devant un petit cercle d'amis, souvent connus dans la vie réelle. Les autres n'accèdent que difficilement à leurs fiches, soit parce que l'accès est limité, soit parce que l'imperfection des outils de recherche sur la plateforme le rend complexe et difficile. » Donc tout ceci résume un peu tout ce que je viens de dire. Et pour conclure, finalement, tous ces propos, tout ce que je viens d'expliquer là et tout ce qui est ressorti finalement des entretiens que j'ai eus avec ces jeunes, nous invite à considérer finalement davantage, avec davantage de réserve, les discours sur l'état de la mobilité généralisée et d'être effrayé parce que finalement, se dire que parce qu'on peut parler avec le monde entier, on le fait tout le temps, c'est assez rare, qui caractériserait donc le monde contemporain. Évitons donc ces clichés-là et essayons de voir aussi qu'on est quand même aussi dans une amitié qui, même si elle est virtuelle, elle reste aussi très physique. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Karima de cette présentation très brillante également et très qui interpelle évidemment, qui nous interpelle nous en tant que professionnels de l'éducation, psychologues de l'éducation. Voilà, alors il nous reste un petit espace pour entamer un échange. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir ? Je m'adresse à Madame Bruna.
j'ai pas trop compris. Il y a quelque chose qui m'a un peu interloqué, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez comme préambule posé la nécessité de remettre en cause dans notre société capitaliste tout ce qui est attrait aux chiffres, à la norme. Donc, j'identifiais un peu un discours qui était du registre critique sur le monde capitaliste économique néolibéral. Et d'un autre côté, vous... ensuite, dans la deuxième partie de votre exposé, vous procédez à une série de conseils pratiques pour rentabiliser au mieux ce qui est une stratégie efficace de rendement économique de son réseau. Et voilà, donc je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie un peu bizarre? Je vous remercie infiniment de la question et de pointer là du doigt, si ce n'est une contradiction de ce que je pense, en tout cas de ce que je fais ou de ce que je pratique. Je pars du principe, et vous avez parfaitement raison, qu'il y a une nécessité de déconstruire et de critiquer fortement un certain nombre de totems. Existait celui de la norme, celui du chiffre, il y a celui évidemment du court-termisme, et un certain nombre d'éléments de transformation managériale. C'est ce que, avec des collègues comme Jean-Marie Peretti ou Zahir Yanat, nous avons analysé en parlant notamment des 10 défis de la diversité pour un management responsable. Et à partir de là, ceci fait l'objet de conférences, de cours évidemment à nos étudiants, mais d'énormément de conférences auprès de cadres dirigeants et de PDG notamment, pour essayer de les amener à changer, si ce n'est leur pratique, d'abord leur prisme, et quand on sait la dimension performative de la pensée, l'idée évidemment est d'amener à un moment donné à modifier les structures et les règles du management. Donc là c'est la dimension, je veux dire, en préambule. Celle fondamentale et qui nécessite un travail gigantesque, puisqu'on a bien conscience qu'on rame et on comment dirais-je, on avance contre le vent, on rame contre la tempête, et évidemment l'effet de système est très très fort. Et quand je parle de cet effet de système, je veux dire l'effet de la capacité du système par l'idéologie, par le discours dominant à prôner la dimension matérialiste versus toute dimension beaucoup plus riche. Donc là c'est le préambule, c'est, je veux dire, le travail de sape qu'il convient de faire en analyste critique, collectivement, et dans l'œuvre pédagogique qui peut être la nôtre, quels que soient les espaces dans lesquels nous intervenons. Ensuite, il y a la pragmatique. La pragmatique moyen-termiste, qui, lorsque nous avons face à nous des jeunes, notamment, ou des collaborateurs femmes, ou des collaborateurs issus des minorités, ou des jeunes tout simplement, qui nous demandent, pourquoi pas moi, comment puis-je accéder moi aussi à cette aubaine, à cette, j'allais dire, à ce Graal relationnel, qui est synonyme de, si ce n'est de réussite, du moins de sortie de la situation d'échec imméritée. Lorsque nous avons face à nous des étudiants, des jeunes diplômés tout à fait compétents, expérimentés par rapport à leur stage et qui ne trouvent absolument pas de travail sur critères de faciès, sur critères au fond racistes de fait, et si ce n'est d'origine sociale, géographique ou au contraire de genre, ce n'est pas un métier pour femmes, ce sont des questions qui évidemment font mal aux oreilles, mais qui remontent très très souvent dans les entretiens de recrutement, d'où le fait qu'à côté de ce travail de formation, de sensibilisation, de déconstruction des règles du jeu, progressivement, avec les partenaires sociaux, avec le monde institutionnel public, avec des entreprises pilotes. Je pense aux entreprises engagées dans des structures comme l'Association française des managers de la diversité, comme la Fondation Agir contre l'exclusion, qui ont un travail d'ailleurs très très fort avec l'éducation nationale, très engagé en matière d'accès à l'éducation, d'accompagnement de cette démarche d'émancipation par l'école, aussi en tant qu'entrepreneur et entreprise responsable. Donc il y a un travail qui se fait. Sauf que à côté de ce travail de fond, qui est évidemment perfectible et qui est hypothétique en termes de résultats, puisqu'on ne sait pas, au-delà de quelques convertis, si on arrivera à convertir le système ou à changer le système, les règles du jeu, il y a ce travail d'instrumentation qui est complètement, évidemment, instrumental, qui prend jeu du jeu, en disant si j'ai conscience qu'il convient d'avoir un réseau et tout acteur a un réseau et qu'il convient de le développer, soit, alors, quelle est la stratégie relationnelle la plus efficace pour la femme systémiquement discriminée? Entrepreneur relationnel ou mentoring? Eh bien, c'est plutôt mentoring au début, développement d'un réseau de femmes où là, elle a la légitimité de jouer l'entrepreneur relationnel parce qu'elle joue dans un contexte qui porte moins la marque du stigmate sexiste, et ensuite, elle pourra s'émanciper, entre guillemets, dans une démarche d'entrepreneur relationnel, avec l'espérance ensuite qu'elle rende ce que leur a reçu par ce système d'accompagnement relationnel. Si un jeune issu des quartiers n'a pas de moyens relationnel suffisant, le rôle de l'institution ou des acteurs est de lui permettre une porosité relative au sein d'enceintes
soit affinitaires, soit en tout cas d'affiliation, qui lui permettront d'avoir le premier accès. Au fond, ce qu'il y a de plus intéressant dans les business angels, ce n'est pas l'apport de capital qu'ils donnent, c'est le fait qu'ils écoutent et qu'ils permettent la mise en relation minimum qui ensuite peut éventuellement donner lieu à conseils ou à pratiques économiques. Donc voilà, il y a oui il y a une antinomie en termes de prisme d'analyse, bien sûr. Mais on va dire que pour obtenir, si les fins auxquelles nous sommes attirés, auxquelles nous tendons, évidemment, sont de transformer la réalité, alors soyons effectivement machiavéliques en utilisant tous les moyens au service de ceux qui en ont moins. Je terminerai pour dire qu'au fond, je suis marqué par mes études d'économie, de microéconomie. On m'a expliqué qu'il y a deux principes fondamentaux en économie. Le premier, c'est l'utilité marginale. Le deuxième, c'est le coût marginal décroissant. L'utilité marginale décroissante, c'est j'ai très très soif, je bois un verre d'eau. Si j'ai énormément soif, je vais en tirer une jouissance et une utilité même extrêmement importante. Si je suis saturé d'eau, eh bien la jouissance est extrêmement limitée. Deuxième principe, le coût marginal baisse selon évidemment les capacités à produire des économies d'échelle. Donc l'utilité marginale décroissante, en l'occurrence, si on la transfère au monde de la philosophie au travers des travaux de Rawls et à la gestion de la diversité, non-discrimination, au travers des travaux qu'on a pu développer, au fond, il vaut mieux donner plus à ceux qui en ont moins, non seulement parce que c'est un principe d'équité ou de péréquation, mais aussi parce que le collectif en tirera plus profit. Plus de liberté à ceux qui n'en ont pas augmente le stock de liberté plus que donner encore une liberté aux nantis de la liberté. Si on fait la translation au cas de l'équité, il vaut mieux doter de ces instruments de mentoring, de rassemblement affinitaire, ceux qui de fait en sont privés plus que les autres, que de généraliser le mentoring. Quand on généralise le mentoring dans les entreprises, on va retrouver des effets de genre de deuxième niveau, des effets d'origine, des effets sociaux. Donc oui, jouons du jeu. Jouons le jeu, ou plutôt jouons du jeu, ou des règles du jeu, pour mieux les transformer. Même si l'objectif dernier, j'allais dire l'asymptote auquel on doit tendre, ou le soleil de la chute d'Icare de Bruegel, au fond, ce soleil de l'avenir, évidemment, il devrait être beaucoup plus égalitaire. Et là, on est dans une démarche déconstructionniste à laquelle on tend péniblement et passablement. Je vous remercie. Alors, avant que nous ne nous séparions, une question, une remarque, une réaction? Bien, mais écoutez, chers collègues, une question. Oui, juste une question technique sur vos travaux. Vous parlez effectivement de que les gens vont communiquer les jeunes vont communiquer avec les plus proches. Puis il y a quand même un élément, c'est le jeu en réseau, où là, la définition de l'autre n'est pas une définition de proximité géographique, mais une définition d'habileté, de points, etc. Tout ça. Comment vous avez séparé ou pas ces deux qualités en fait? Vous dites hors réseau, c'est ça? Non, les jeux en réseau. En réseau, ok. Pour être très sincère avec vous, ça a été énoncé, mais les jeunes eux-mêmes n'ont pas forcément pris le temps de nous expliquer de quelle façon ils jouaient. Ils sont surtout revenus dans les entretiens qu'on a menés auprès de ces 30 personnes, c'était surtout Facebook qui revenait en priorité. Les jeux en réseau, oui, c'est vrai que là, l'idée, c'est un peu ce que j'ai peut-être passer un peu vite là-dessus, de rappeler que oui, en fonction des jeux en réseau ou du téléchargement, on partage beaucoup plus avec des gens qui sont finalement des étrangers. Ça, c'est vrai. Il y avait une page comme ça. Mais tout à fait. Et c'est surtout en termes de réseau social, tout ce qui peut être Twitter, Facebook, où là, on revient vraiment avec une géographie localisée. Mais vous avez tout à fait raison. Quand il s'agit des jeux en réseau, des téléchargements, partage de fichiers sur YouTube, tout ça, c'est vraiment des gens qui sont très très loin, qu'on ne connaît pas forcément. Et voilà. Et ils se disent, en fait, même si je ne les connais pas, c'est pas très grave parce que je partage juste de la musique ou je joue. Oui. La quantité est une qualité aussi. Oui. Donc c'est les youtubeurs, etc. Tout à ça, fait. bon, par l'effet de récurrence, de viralité sur le réseau, prennent aussi des dimensions. Ils construisent aussi, je dirais, des relations qui ont aussi un sens, qui ont une durée. Ouais. La durabilité, donc qui répondent aux critères de l'intervenante précédente, ouais. Et qui forgent aussi des possibilités de rencontres. De rencontres aussi, mais beaucoup moins en tout cas de la part de ces jeunes que j'ai pu rencontrer, mais ça arrive, mais beaucoup moins fréquemment. Ce qui intéresse le plus ici, c'est vraiment Facebook qui est ressorti en priorité. Merci.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Bon appétit à tous. On se retrouve à 13h30.